Premier jour de la semaine et première convocation du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Première de la semaine, vous pouvez suivre cette émission-là sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges. Juge Vaha, juge Bougma. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Après plusieurs segments de la gendarmerie nationale, le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, a procédé au changement au sein des forces armées nationales. 15 nouvelles nominations par décret en date du 3 décembre 2021. C'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Autre sujet enrôlé pour cette convocation, l'incarcération du président du conseil régional des Cascades, Ngolo Drissa Ouattara, et 4 autres personnes. Ils sont écroués pour soupçon de corruption dans l'achat d'un véhicule V8 appartenant au conseil régional des Cascades. Est-ce le début de l'opération main propre? La réponse est avec les juges et juste après cette première transition, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. C'est un lundi matin. Qu'est-ce qui retient votre attention? Oui, un lundi matin, nous sommes bien au 6 décembre. C'est un lundi matin, mais qui est un lundi historique au Burkina, parce que ça rappelle le 6 décembre 2000, l'affaire Flavien Nébi à Boussé, qui est également liée à l'affaire Norbert Zongo, compte tenu de la contestation qui avait été déclenchée après le drame du 13 décembre 1998. On se rappelle qu'à l'issue des manifestations qui avaient eu lieu, le jeune élève a été arraché à l'affection des siens par une balle, donc dite balle perdue, donc aux conséquences inimaginables. Donc il a rejoint le lot de ceux qui ont été tués lors des manifestations effectivement au Burkina. Et donc depuis cette date, à chaque 6 décembre, les élèves s'en souviennent, il y a parfois des manifestations, et par moment d'ailleurs jusqu'au 13. Donc je dis c'est une date qui est historique, parce que jusqu'à présent également justice n'ayant pas été rendue, donc ses camarades se sont également assumé le devoir de rappeler à chaque 6 décembre qu'il est droit que la justice doit être rendue à la famille Nébié. Donc je dis bien c'est historique, et en même temps je profite de souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui vivent dans leur âme et dans leur chair des réalités comme le cas Nébié, qui a été arraché de façon injuste à leur affection, mais qui jusqu'à présent, qui demande justice, qui demande réparation, qui demande seulement que quelqu'un vienne dire c'est nous qui l'avons fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai demandé de faire. Et en toute humilité, je demande pardon au lieu d'afficher de l'arrogance et de la suffisance aux yeux des victimes qui connaissent parfois les bourreaux et qui, effectivement, ont de la peine à s'accommoder de telle arrogance et de telle, comme on appelle ça, suffisance à leurs yeux. Donc, je dis beaucoup de courage à toutes ces personnes-là, pensée spéciale à toutes ces familles qui ont été victimes des crimes de sang en politique. Et je souhaite également un très bon lundi à tout le monde. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci Président. Bon, mon avant-propos va concerner ce qui s'est passé au Mali vendredi dernier, dans la région de Mopti. On parle d'un car qui partait vers Bandiagara, et pour une foire, dit-on, et puis des hommes non encore identifiés ont surgi. Certains étaient venus à moto et tout, et ils ont ouvert le feu sur le car. Le chauffeur aurait tenté d'abord de s'échapper, mais bon, la furie des feux nourris a eu raison de sa course, et donc ceux qui étaient à l'intérieur ont été canardés, on va dire comme ça, et les images, selon les informations qui reviennent, sont insoutenables. Une trentaine de civils qui ont trouvé la mort. On parle de certains qui auraient peut-être été emportés, mais en tout cas on parle de disparus, et après le cas même a été mis à feu et tout. En tout cas ça fait beaucoup d'émotions quand on parle de cela, parce que c'est des gens qui n'ont rien demandé, qui allaient peut-être pour un événement festif, et puis sur la route il y avait des messieurs qui avaient aussi leur calendrier, et ils semblaient être très renseignés en tout cas sur le parcours du véhicule. Pourquoi celui-ci
spécifiquement été ciblé. Il y a beaucoup de questions qui restent encore. Ou bien c'était juste, comme aiment bien les terroristes, s'aimer la peur et avoir encore notre drame qui reste dans les mémoires de par sa cruauté et de par son caractère brusque et tout. Ça peut être ça, mais ça fait vraiment mal quand on entend cette nouvelle-là. Des civils qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent au milieu de peut-être revendications politiques, religieuses ou quoi que ce soit. On peut tout y mettre, mais on ne peut pas, en tant qu'homme, comprendre que pareille barbarie, pareille sauvagerie se fasse ainsi. Mais ça secoue le Mali, ça secoue aussi tous les pays de la région quand on entend ça, parce que d'une façon ou d'une autre, nous vivons aussi cette même menace-là. Et encore, peut-être, je dirais, tous mes encouragements et tout le réconfort à ce pays frère-là et dans la situation difficile qui est en train d'être traversée et par eux et par nous tous. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission Le Tribunal de l'actualité qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Renouvellement de la chaîne de commandement au sein des forces armées nationales. Les régions militaires de Kaya, Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont de nouveaux commandants. Dans un décret en date du 3 décembre, le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré a procédé à des nominations. Le colonel David Cabré des forces armées nationales est nommé commandant du groupement central des armées. Le colonel Moussa Diallo des forces armées nationales a été nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Le colonel Victor Belloum est lui nommé chef de la division opération de l'état-major de l'armée de l'air. Des officiers des forces armées nationales ont été également nommés à des postes de commandement. Juge Bougma, est-ce une surprise ou bien on est dans la logique de ce qui s'est passé au niveau de la gendarmerie? C'est une suite logique, pas seulement de ce qui s'est passé au niveau de la gendarmerie, suite logique de son adresse à la nation et naturellement qui avait également parlé de réaménager le dispositif opérationnel et même d'envoyer les galonnés sur le terrain. Donc c'est une suite logique de la promesse, c'est aussi une suite logique des revendications des uns et des autres, et même dans son propre camp, où certains demandaient qu'il faut effectivement revoir le dispositif et permettre à ceux qui doivent aller faire valoir leur droit à la retraite d'aller le faire, même s'il faut les envoyer à la retraite anticipée, comme certains l'ont fait dans d'autres pays. Donc c'est une suite logique de tout ça, mais c'est aussi la réalité que la situation exige qu'il y ait naturellement un réaménagement. L'autre aspect, c'est également les changements au niveau des ministères, au niveau de la défense et de la sécurité. C'est d'ailleurs que, de mon point de vue, les choses ont traîné. Parce qu'en général, quand le commandement change, chacun vient également avec ses nouveaux éléments, également par rapport à sa vision, aux objectifs qu'il veut donner et par rapport aux résultats atteints, qui estime que X, Y est bien, mais je préfère travailler avec Y, Z ou bien ST, je ne sais pas moi. Donc, dans ces conditions également, on pourrait dire que c'est tout à fait normal à ce niveau-là, parce qu'on a un nouveau ministre de la Défense, un nouveau chef d'état-major de l'armée, au niveau des armées d'ailleurs, que ce soit l'armée de l'air ou la gendarmerie, c'est à l'armée de terre que M. Bâtonnet est resté. Donc les autres ont bougé. Donc en son temps, j'avais dit que conséquemment, on devrait pouvoir avoir jusqu'au niveau des chefs de corps. Mais pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Ce sont des commandants de région. Donc même au niveau des chefs de corps, ça devait se tendre par exemple. Donc suite logique. Mais maintenant, c'est beaucoup plus la jeunesse de ceux qui ont été promus. Donc quand on regarde au niveau de la gendarmerie, c'est pratiquement la quarantaine, il y en a qui ne l'ont même pas. Et certains taperont les 41 dans quelques jours, ils ne l'ont même pas encore. Voilà. Donc, et parmi également ceux qui ont été promus dans les rangs de l'armée, c'est également des jeunes. Et c'est d'ailleurs les boys, c'est eux qui s'étaient organisés pour dire non au coup d'état de l'ex-RSP en 2015, que ce soit au niveau de la gendarmerie ou que ce soit au niveau de l'armée. C'est vraiment des boys qui ont été promus et suite logique de ce que je venais de dire plus haut, son discours, le changement au niveau des ministères, au niveau de la hiérarchie, au niveau du commandement. Donc suite logique également de la revendication de certains qui estiment que d'autres personnes à d'autres positions pourraient mieux faire. D'accord. Alors, juge, on peut dire que ces nominations interviennent au lendemain de la remise du rapport sur l'enquête administrative
sur le drame Tinata, est-ce qu'on peut faire le parallèle? Est-ce que forcément ces nominations-là sont en lien avec les sanctions promises par le chef de l'État? Bon, si on voit des suspendus qui se retrouvent remplacés, évidemment, c'est ce qu'on pourrait avoir comme déduction logique. Maintenant, ce n'est pas centré sur les suspendus ou bien ceux qui pourraient être cités dans l'enquête administrative, parce que c'est beaucoup plus large quand vous regardez les différentes régions qui sont, vous voyez, sous-chef opération état-major général des armées, sous-chef ressources humaines de l'état-major des armées, vous voyez, sous-chef soutien de l'état-major général des armées, chef de division opération, tout ça, commandant du commandement des forces spéciales. Il y a beaucoup de segments qui sont concernés. Donc pour moi, c'est pas focus sur cela, mais c'est plutôt dans la même dynamique qui avait été demandée depuis, avec la pression de la rue, de voir certains symboles qui prennent le commandement, une certaine vitalité avec un sang neuf qui soit amené, parce que pour beaucoup de Burkinabés aussi, c'est que pour ce qu'on a vécu récemment, que ce soit depuis l'insurrection jusqu'à maintenant avec certains coups d'État manqués, on s'est rappelé qu'on n'a pas vu une hiérarchie se bousculer tant que ça. C'était beaucoup plus des jeunes dont les visages sont restés dans les mémoires, qui ont fait front face à certaines dynamiques. Et ça, ils ont marqué, ils sont restés un genre de symbole pour ceux qui sont prêts à donner tout pour la patrie et pour certaines valeurs. Donc, les Burkinabés, nostalgiques de cela, ont toujours demandé à un moment donné que, bon, il faudrait qu'on sente cette volonté-là qui s'affiche au sein de notre armée. Et quand c'est comme ça, il y a ce qui revient dans le subconscient qui vous appelle, et ces visages-là, vous dites, mais pourquoi c'est pas ceux-là qui sont aux affaires, pourquoi c'est pas ceux-là qui dirigent? Si c'était, et peut-être qu'on aurait plus de niaque, on aurait l'impression qu'il y a plus de détermination. C'est aussi ça. Et puis j'aime rappeler aussi ce que Bernard disait, à un moment donné, toute guerre a besoin de symboles et a besoin de visages. Et ça, on n'en avait pas dans notre armée. Et je crois qu'avec peut-être ces jeunes-là, on se dit, bon, on pourra avoir du sang neuf, on pourra avoir une niaque nouvelle, on pourra avoir de l'enclin. Et bon, c'est ce qui est tenté, c'est ce qui a été appelé en tout cas. Et le président de Faso, quand il l'a dit, il a compris. Je pense qu'à un moment donné aussi, il a vu la pression qui était très forte. Il s'est dit, tant qu'à essayer, autant essayer les recettes qu'on nous propose, puisque tout le monde pense que ça peut marcher, autant qu'on s'y mette. Et puis tout le monde voyait que dans nos rangs, il y avait quand même beaucoup à redire sur une certaine inertie d'une hiérarchie qu'on ne sentait pas vraiment. Beaucoup disaient peut-être à tort ou à raison qu'on ne les sentait pas au front ou quoi que ce soit. Ça pouvait être une vue de l'esprit, ça pouvait être beaucoup de choses, mais à la réalité, c'est que une guerre aussi se gagne sur une communication, se gagne non seulement sur le terrain, mais sur ce qu'on démontre. Et en matière de démonstration, il n'y avait pas cette conviction-là qui était partagée chez les populations. Maintenant, il y a un président du Faso qui a accepté de faire le pas. Maintenant, ce qui reste à espérer, c'est qu'on aura les fruits annoncés par ces fleurs-là et que les changements ne seront pas vains et que ceux-là prendront à bras le corps les fonctions nouvelles dans lesquelles ils sont avec tout ce qui s'entend. D'accord. Alors, de nouvelles personnes, certainement de nouvelles façons de faire. Ce que beaucoup souhaitent, c'est que la mayonnaise prenne tout de suite et maintenant pour que cela se sente aussi dans l'opérationnel et sur le terrain. Est-ce que vous comprenez les craintes exprimées par certaines personnes, justement, notamment sur ce chapitre-là? Oui, en fait, ici, ce n'est pas... Ce qui est recherché, c'est l'efficacité et c'est le résultat. Donc, on a une stratégie qui, depuis 6 ans, il faut remonter d'ailleurs jusqu'à 2015, date de première attaque, on dirait 7 ans. Donc 6 ans, c'est si on se limite au magistère de M. Kaboré. Mais depuis que les attaques ont véritablement commencé, donc c'est 6 ans, 2015, c'est vrai, 6 ans. Donc on a des stratégies qui peinent effectivement à inverser la tendance. Je n'ai pas dit qu'ils ne donnent pas de résultats, mais à inverser la tendance parce que le nombre de déplacés internes effectivement augmente. Deuxièmement, c'est des terroristes qui continuent de cumer des zones où l'administration est pratiquement absente, ou même ceux qui administrent les services sociaux, comme l'éducation et la santé, ils n'y sont plus. Et donc déjà, ça, c'est... ça craint. Donc c'est-à-dire qu'on a une stratégie qui pour le moment n'est pas arrivée à inverser la tendance. Donc ce qui est recherché, ce n'est pas forcément des hommes et tout, mais c'est beaucoup plus une stratégie qui est gagnante.
qu'on ait de bons hommes, des hommes aguerris, de bonnes personnes. Mais si on a la stratégie pêche, ça va être très difficile. Parce que la question jusqu'à présent qu'on s'est posée, c'est comment. Voilà. Donc quand on écoute les débats, c'est vraiment des débats d'école. Des débats d'école par rapport à une situation qui est réelle, qui est vraie. Comment est-ce qu'on s'adapte pour pouvoir inverser la tendance? Et c'est beaucoup plus là. Et en même temps, c'est sur tous les fronts. Donc ce n'est pas seulement au Sahel ou au Nord, ce n'est pas seulement à l'Est ou au Centre-Est. Il y a aussi le Sud-Ouest. Il y en a beaucoup de monde. Donc en fait, c'est ça aussi. Donc arriver effectivement à mailler le territoire à partir d'une stratégie gagnante, je pense que c'est beaucoup plus là que les Burkinabés attendent. Donc le changement, naturellement, c'est certainement pour contribuer à inverser la tendance. Alors est-ce que c'était un problème d'homme ou un problème de stratégie ou qu'est-ce qui se passe? Toujours est-il que c'est difficile de ne pas arriver aux trois hypothèses soulevées par le mouvement Sens avec des partis comme le PDP, PS et tout, qui sont arrivés à se poser la question de savoir est-ce que c'est de l'incompétence, c'est de la complicité ou c'est du sabotage. Difficile de ne pas s'interroger sur ces questions quand on connaît le mérite de nos hommes, comme on les vante, qui ont à leur actif beaucoup de galons, beaucoup de décorations, beaucoup de formations, donc des CV qui donnent à pâlir et après, sur le plan terrain, il y a un problème de résultat. Alors, est-ce que c'est l'homme qu'il faut, qui n'était pas à sa place ou qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce nouveau dispositif pourra permettre de situer les choses par rapport à ce qu'il est donné également de voir. Mais c'est aussi un milieu militaire où il y a des sensibilités en termes de grade, en termes d'âge. Donc, c'est dans le milieu où on parle de grade le plus de quoi, hein? La personne la plus âgée dans le grade le plus élevé. Donc, les choix tiennent compte de tout ça. Donc, même quand on regarde les dernières nominations dans les rangs de l'armée, les choses ont pris du temps parce qu'il y a ces questions-là également à prendre en compte. Des questions de promotion, des questions de grade et tout. Donc, il y a toutes ces sensibilités-là pour que le commandement soit efficace, soit opérationnel, pour ne pas créer non seulement des frustrés, pour ne pas créer également une sorte d'indiscipline, effectivement, qui ne dit pas son nom. Donc, comme c'est un corps suffisamment hiérarchisé et chacun est très jaloux de sa position et de son grade, si vous ne tenez pas compte, ça peut également jouer sur le terrain. Et c'est ce à quoi d'ailleurs aujourd'hui on fait face. Comme à une époque des capitaines versus colonels au Burkina. On a vu cette époque-là, où il y a des capitaines qui estimaient que, et des colonels qui estiment que. Et aujourd'hui, on est plus ou moins également dans cette affaire où on a beaucoup de colonels et de colonels-majors. On a également des lieutenants-colonels qui sont jeunes, des commandants qui sont jeunes, des capitaines qui sont jeunes, mais qui veulent également monter en grade. Mais il y a une réalité terrain qui est là, qui, je dis bien, qui ne facilite pas les choses. Donc, c'est ce conflit de génération de griffes également qui est dans les rangs de l'armée, qui ne facilite pas aussi cette guerre de bérets, qui ne facilite pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, on pourra aller à un autre niveau. Je pense que ce qui est donné de voir doit pouvoir contribuer. D'accord. Alors, on l'avait dit, changer le dispositif, sinon le renouveler. Cela a été longtemps demandé par une partie des Burkinabés. Aujourd'hui, le chef de l'État, on peut dire, a accédé à cette requête-là. Pour beaucoup, ces nominations aussi mettent l'armée face à ses responsabilités, juge Bougma. Oui, tout à fait. Ces nominations mettent l'armée face à leurs responsabilités. Mais je dis bien, il y a aussi un politique qui doit pouvoir être alerte sur ce qui lui est donné de voir comme conseil. Parce qu'il y a ça aussi. Après, vous nommez des gens qui sont efficaces et à côté de vous, il y a des goulots d'étranglement, il y a des filtres. Et à un moment donné, c'est ça aussi. Parce que vous appelez des gens pour venir vous conseiller, vous appelez des gens pour venir vous assister, après qu'ils deviennent, au lieu d'être des filtres, comme on appelle ça, à un moment donné, qui constituent des murs, voilà. Constituent des murs autour de votre personne. Donc, qui vont faire de la rétention de l'information ou qui vont empêcher X ou Y de pouvoir vous parler en vrai et en face. Parce que moment où vous avez besoin de dire des choses ultra confidentielles, en aparté, pour pouvoir avoir une certaine onction,
mais il y a un œil extérieur qui va toujours être là à côté avec un calepin qui se joue les assistants et vous êtes mal à l'aise. Vous ne serez pas mal à l'aise si vous savez que ce que vous allez dire va être appliqué, que vous ne risquerez pas de problème. Donc, il ne s'agit pas aussi de mettre des hommes qualifiés à la place qu'il faut. Ça, ce n'est pas suffisant. L'autre, comme on appelle ça, l'autre étape, c'est d'être à leur écoute. Et ensuite, savoir aussi s'entourer d'hommes que quand vous n'êtes pas là, peuvent effectivement faire le nécessaire pour que les lignes bougent, sans qu'on ne vous tienne informé. Parce qu'en ce moment, chacun sait ce qu'il doit faire. Plutôt que de se donner d'autres missions, soit de bloquer des gens de venir vous voir, soit de faire de la rétention d'informations, mais c'est de pouvoir faire rouler. Donc, c'est ça aussi la réalité. Choisir des hommes de confiance et avoir des hommes de confiance dans votre entourage. Sinon, vous choisissez des hommes qualifiés, mais dans votre entourage, il y a des gens à qui on ne fait pas confiance. Pour X ou Y raison, il y en a qui vont réfléchir par 2 fois avant de venir. S'ils sont dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, ils ne viendront pas. Parce que vous avez à côté de vous des hommes et des femmes qui ne sont pas dignes de confiance, mais qui sont importants dans le dispositif. On fait comment? Donc, ce n'est pas seulement le choix des hommes. Ça doit aller jusqu'à l'entourage du chef de l'État. Des hommes capables, mais dignes de confiance et qui peuvent, dont l'image ne rebute pas. Mais sinon, vous allez vouloir faire du neuf sur du vieux et ça ne va pas marcher, la mayonnaise ne va pas coller. Parce qu'en plus des militaires, il y a aussi le politique qui a ses hommes civils à ses côtés. Et ça, et même là, le chef de l'État, dans cette affaire de restructuration, même jusqu'à son entourage, il n'a pas le choix. S'il veut avoir du résultat, il doit avoir le courage également de lâcher les hommes de son propre entourage et de mettre de nouvelles personnes en fonction de la réalité terrain. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai que je posais la question à Bougma tout à l'heure. Pour beaucoup, si la question sur le terrain, c'est les hommes, le chef de l'État, en tout cas, pour sa part, a joué sa partition en faisant ces réaménagements-là. Comme je l'ai dit, c'est aussi un nouveau défi des responsabilités. L'armée qui a fait sa responsabilité, qu'aujourd'hui, je dirais, sur la sellette, est attendue par la population. Oui, c'est clair que c'est une armée qui doit aussi s'assumer et pour lequel beaucoup de Burkinabés avaient demandé des changements qui sont en train de venir. Mais ce n'est pas tout. Ça aussi, il faudrait qu'on se dise aussi cette vérité. C'est que si ces jeunes-là doivent venir dans les mêmes conditions qu'il y avait avant, je ne pense pas forcément qu'on va s'en sortir. Parce qu'on a une armée dont, c'est vrai, l'offre stratégique est en train d'être calibrée, mais il n'y a pas que ça. Les hommes portent des armes, sont munis de matériel et d'une certaine volonté pour aller au front. Qu'est-ce qu'on leur donne comme arme? Qu'est-ce qui est acheté pour eux? J'ai dit, dans les 4, 5, 6 ans là, on a eu le budget qui concerne ces questions-là qui a cru de près de 140%. Jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde en matériel, on n'est pas forcément si convaincu que ça. Et il y a beaucoup de plaintes qui sont en train d'être remontées et tout. Même sur la question de nos capacités aériennes, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés qui nous font croire que les achats posent problème. Si ces choses-là ne sont pas réglées, je pense qu'on aura aussi, quoi qu'on dise, du plomb dans l'aile dans toutes les initiatives qu'on aura à prendre. Quelle que soit la conviction que vous avez, je pense qu'un soldat, c'est une arme aussi. Et de bonne qualité. Parce que ceux qui sont en face, je pense qu'on a vu Inata et les vidéos de propagande qu'ils ont eu à faire. Moi, je ne suis pas un puriste des faits militaires, mais quand vous regardez la vidéo, vous vous rendez compte que c'est des gens qui sont aussi très armés. Donc, il faudrait qu'en face, on ait des hommes qui soient dans les meilleures dispositions aussi qui soient. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi je suis d'accord avec beaucoup de voix qui demandent un audit dans ce qu'on a comme process d'acquisition et ce qu'on a eu comme acquisition. Parce que ça ne sert pas de prendre des milliards et de venir les remettre dans des circuits corrompus. Ça ne va avoir aucun résultat. Et puis vous parliez tout à l'heure, vous posiez une question sur la question de Inata. Est-ce qu'il n'y a pas de mesures punitives à l'encontre de certains? Et moi, je regardais encore l'AIB qui disait, et rien que ce matin, que le président du FASO s'est dit insatisfait du rapport qui lui a été donné. Et qu'il donne encore 10 jours pour qu'on lui fasse un bon point, parce qu'il y a des zones d'ombre. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge dans cette affaire-là.
Est-ce qu'on tente de se protéger? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées? Mais l'AIB nous fait comprendre que le président dit déjà qu'il n'est pas satisfait. Et qui donne 10 jours pour qu'on ait un rapport plus détaillé et qui indique beaucoup plus de responsabilités ou même qui retrace mieux les choses. Voilà encore une autre réalité. Sur ce qui s'est passé à Inata, c'est ce qui nous a conduit dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Même si dans ça encore on ne peut pas lire clairement, parce qu'il avait dit mardi, donnez-moi un rapport. Le mardi, le rapport qu'il donne dit je vais le lire. Et le lit, il dit je ne suis pas satisfait. Qui veut protéger qui ou bien qu'est-ce qui se passe? Pour un drame aussi fort et qui a ébranlé la République, est-ce qu'il ne faut pas aller vite et puis faire les choses? Donc, je veux dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et au diagnostic, les réponses, mauvais diagnostic, il n'y a pas de réponses justes qui peuvent arriver si ce n'est qu'un coup de poker. Il faut qu'on adresse les questions qui sont vraiment principales dans notre armée là, avec la question aussi des hommes et des choix qu'on fait. Et donc, au risque de me répéter, tant que sur ces petites questions-là, par exemple, ce qui s'est passé à Inata, on n'arrive pas à dire qui a fait quoi. Pourquoi est-ce que les gens ont été affamés sur le terrain et qu'on change on change des noms, on change des personnes dans le commandement. C'est pas ça qui va donner des résultats plus probants. Il y a une rigueur, une fermeté d'abord à avoir. Et c'est dit clairement ce qui s'est passé à Inata, ce que le président a défini comme étant des dysfonctionnements. Quand on dit dysfonctionnement, on est dans on n'est pas dans du structurel, on est dans des cas. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé à Inata, la question que beaucoup de Burkinabés se posent, est-ce que c'est un cas ou bien c'est qu'on est dans du structurel, ou c'est peut-être à une autre échelle où il faut comprendre qu'il y a un certain laxisme, ou bien il y a certaines réalités au sein de nos armées qu'on ne maîtrise pas encore. Il faut espérer que ce ne soit pas structurel, mais que ce soit un dysfonctionnement, que ce soit un cas. Mais le cas aussi doit être géré pour qu'on sache que ça n'est qu'un cas. Sinon, après on se dit donc, en fait c'est comme ça, mais c'est pour eux là seulement qui s'est mal passé et puis on sait. Donc vous comprenez comment c'est un peu grave. Donc sur ces petites choses-là, il faudrait qu'on ait, quand je dis petites choses, c'est grave. Sur ces choses-là, en tout cas, il faudrait qu'on ait le clair mot. Là, ça rassure tout le monde. Si on ne l'a pas, c'est dangereux. Et je dis sur les questions d'acquisition de notre matériel et autres, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et on parle de proches même du président qui interviennent dans l'acquisition de certains matériels et tout, pour lesquels il y a beaucoup parodie sur la qualité. C'est des choses qu'on doit revoir et sur lesquelles on doit être très clair. Et que la question de l'opération main propre concerne aussi notre armée. Parce qu'il y a beaucoup de révélations qui sont faites qui ne sont pas de nature à rassurer ni à rasséréner. D'accord. Remplacement, oui. Rajeunissement de la chaîne de commandement, oui. Mais le jeu de chaise médicale ne résout pas tout le problème. Bon, vous avez l'impression que c'est un jeu de chaise musicale. Parce que c'est comme si on prenait les mêmes, on recommençait, comme s'il n'y avait pas cette volonté de 109. Alors que, toute modestie gardée, je pense que dans ce changement-là, il y a un effort de changement par rapport au dispositif dont on a vu. Donc, ça, c'est ce que je voudrais noter. Maintenant, je dis bien c'est la suite. Parce qu'après, tout ce qui est comme force de défense et de sécurité, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de la sécurité, nous sommes pour le moment à la défense. Donc, il y a des gendarmes, il y a des militaires, peut-être qu'à l'intérieur encore, il y aura d'autres changements. Naturellement, ça va venir. Mais il y a aussi la sécurité au niveau de la police. Donc, où à un moment donné, au niveau de la direction générale, ce n'était pas le parfait amour entre les cadres, compte tenu de la présence aussi des deux syndicats, UNAPOL, APN. La hiérarchie est même divisée sur ces questions syndicales. Entre je suis avec ceux et je suis avec ceux-ci. Donc, la réalité aussi est là. Donc, au niveau de la sécurité, ce changement n'est pas là-bas aussi, certainement, tel que le dispositif aussi risque de connaître un changement. Donc, mais maintenant, au niveau, j'ai dit, le dispositif opérationnel, c'est bien comme on appelle ça, de le revoir, de le changer, mais j'ai dit que ce n'est pas suffisant. Si au niveau du dispositif politique, on a le même personnel, je crains qu'on ait les mêmes résultats parce que certaines têtes constituent en elles-mêmes déjà des goulots d'étranglement. Si c'est un tel, je ne pars même pas donner l'info, je n'ai pas confiance. C'est pas un secret. Donc il y a
il y a la crainte également. Maintenant, comme là aussi, il a promis, comme on appelle ça, un gouvernement resserré. Bon, resserré, ça ne peut pas dire forcément diminuer le nombre. Pas dire resserrez-vous ne signifie pas qu'on a diminué le nombre. Peut-être on vous demande de faire moins de voilà. Donc, mais ça a été compris comme changement. De mon point de vue, ça va être certainement une équipe restreinte. Donc diminuer, peut-être que revoir le nombre de ministères pour pouvoir les assembler. C'est comme ça nous on a compris et je pense que ça va être comme ça. Donc, là aussi on attend parce que c'est important de savoir qui va être où et qui va être là. Et en fonction aussi du profil du probable futur Premier ministre. Parce que nous avions appris d'ailleurs bien longtemps avant que le gouvernement allait être changé en décembre. Cette information a circulé courant août-septembre. Parce que l'actuel gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Dabiré, la feuille de route, la mission principale, c'était de déposer le plan 2020-2025, donc le PNDS 2. Donc après le PNDS 2, bon, il y aurait naturellement un nouveau gouvernement qui va piloter. Bon, donc, alors, d'ailleurs la table ronde qui devrait consacrer la présentation du PNDS 2 et recueillir les probables futurs partenaires de ce projet-là d'envergure, comme la table ronde a été effectivement reportée à une date ultérieure compte tenu de la maladie à coronavirus, la dernière fois j'ai donné un avant-propos que c'est parti pour que naturellement les choses s'accélèrent. Donc tout porte à croire que M. Dabiré ne va plus rester avec certains membres de son équipe. Donc le profil du nouveau Premier ministre est également important dans cette affaire. Est-ce que ça va être un militaire ou bien ça va être un civil hostile militaire parce que nous sommes en guerre? Avec quelle méthode? Est-ce que ça va être avec la même méthode de gouvernance? Et dans le gouvernement qui va probablement venir, est-ce qu'on aura d'autres militaires à d'autres postes, comme le ministère de l'administration du territoire de l'intérieur, ou bien, bon, j'ai dit militaire s'entendant par force de défense et de sécurité, hein. Ça peut être un policier, un gendarme, voilà. Quand j'ai dit militaire, c'est parlant de force de défense et de sécurité. Est-ce qu'on aura plus que ce qu'on a vu? Parce qu'il y a aussi des années où on a, en plus de la défense et de la sécurité, en fonction des réalités de terrain, des galonnés à d'autres postes ministériels. Est-ce qu'on en aura en fonction de ce qu'on veut donner comme là, même jusqu'au gouverneur des régions? Est-ce qu'on en aura? Parce qu'il devrait également avoir un mouvement de gouverneurs qui avait été annoncé mais qui n'a pas encore effectivement eu lieu. Est-ce que ça va arriver jusqu'à ce niveau-là? Je pose la question parce que même dans cette majorité, des gens sont allés jusqu'à demander même un état de siège. Quand vous prenez l'Union MPS, ce n'est ni plus ni moins que ça. Et qui voudrait que ces autorités qui assurent les charges administratives au niveau région, province ou commune soient effectivement remplacées par des forces de défense et de sécurité pour la préparation, selon leur vision, une guerre dite populaire. Pour organiser effectivement les populations, leur donner de la confiance et un minimum de stratégie pour pouvoir se défendre. Parce qu'aujourd'hui, un coup de feu et puis tout le monde vide. Ou bien un ultimatum donné même sans coup de feu. Quelques personnes qui viennent balader avec des motos qui disent bon, vous avez tel jour pour déguerpir, et puis les populations déguerpissent sans attendre s'ils vont revenir ou pas. Donc il y a ces réalités également qui sont là. Maintenant, comment est-ce que les localités qui n'ont pas été encore touchées s'organisent pour pouvoir stopper et donner l'exemple que c'est possible de résister? Ça, c'est de l'anticipation. Et ça demande que des hommes soient devant pour organiser cela. Est-ce que ça va se déteindre jusqu'à ce niveau-là? Là, on attendra de voir ce gouvernement dit resserré et soudé. Ce sont les termes du chef de l'État également. Donc, soudé, non seulement resserré et soudé, donc une équipe compacte pour des résultats tangibles. Et en fonction de tout ce qui va venir, comme j'ai dit bien, nouvelle nomination, on pourra apprécier. Sinon, si on va prendre les mêmes et recommencer, j'ai dit bien, on risque de vouloir faire du neuf avec du vieux. Merci, messieurs les juges. On va à présent parler justice en deuxième partie de cette convocation avec le président du conseil régional des Cascades, Ngolo Drissa Ouattara, qui a été déposé à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Avec lui, 4 autres personnes. Ils sont en tout cas soupçonnés dans une affaire d'achat de véhicules V8 appartenant au conseil régional du centre. Juge Vaille, est-ce qu'on peut dire que c'est l'opération main propre promise par le chef de l'État qui a déjà démarré?
Bon, on pourrait penser cela, mais bon, moi je dis, l'opération main propre, pour la plupart des Burkinabés, on attend de vrais gros poissons. Parce que bon, là on est en train de parler de quelqu'un qui allait acheter un véhicule, je pense à Lomé, non, au Togo. Logiquement, le véhicule, l'acquisition, ça devait tourner autour de combien? 60 millions. Il achète un véhicule de 43 millions, il vient et puis il tente de faire les papiers pour que bon, ça rentre dans le circuit au prix voulu. Donc c'est un peu ça. Et puis il y a 5 personnes qui sont déposées dans cette affaire. Ça c'est, je ne dis pas que c'est pas rien, c'est parce que la leçon pour ce qui est de la probité doit être donnée à tous les niveaux. Mais le poisson, comme on dit, pourrit par la tête. Et je pense que quand on dit opération main propre, les Burkinabés suivent un autre regard. Ce n'est pas les menus frottins qu'ils veulent aujourd'hui. Il y a beaucoup de noms qui sont cités dans des affaires. Moi, je ne veux pas donner dans la langue de bois. Quand vous prenez le cas du maire de Ouagadougou, il y a beaucoup d'affaires qui le concernent. Même le secrétaire de la présidence, Seydou Zagré, il n'y a pas longtemps, directeur de cabinet, voilà, Seydou Zagré, du président lui-même, il était dans certaines affaires. On parlait des blanchiments de capitaux. Bon, donc, ce n'est pas des coupables. Mais c'est des messieurs pour lesquels les gens ont l'impression, et d'autres, et beaucoup d'autres, les gens ont l'impression que, bon, peut-être c'est la position qui fait la non-célérité peut-être dans certains dossiers, ou bien qu'il y ait un genre d'impunité, ou bien on n'est pas toujours le clair mot de l'affaire parce que c'est des proches, parce que c'est des gens qui sont dans le système. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, bon, celui qui est allé passer la frontière pour acheter un véhicule, ça c'est de la corruption qu'on a à l'appel en termes d'exemple dans nos administrations, qui doit être, c'est vrai, sanctionné, mais quand le président du Faso a dit opération main propre, c'est pas pour des menus frottins en tout cas. C'est pas ce à quoi s'attendent les Burkinabés. Moi particulièrement, c'est pas ce à quoi je m'attends. C'est la politique de l'exemple. Et l'exemple là, ça va comme pour rappeler celui qui a été pris ce matin dans le mot à dire de David Nana, et j'ai bien aimé pour dire que très souvent ceux qui apportent leur contribution à nos émissions interactives sont ceux-là aussi qui nous écoutent et qui écoutent nos actualités, qui a pris le cas par exemple congolais, ou avec Congo Hold Up, le consortium de journalistes qui a eu à faire un certain nombre d'investigations et lancer les choses sur la place publique. Et Tshisekedi n'a pas attendu qu'on aille plus loin. Certains de ses proches qui étaient concernés les a levés vite fait. Ils vont aller répondre de ce qui les concerne. Même si la vaste opération quand on regarde ceux qui sont concernés au premier chef, c'est l'ancien régime, donc celui de Kabila. Donc on pourrait dire, bon, ça fait les choux-gars du président actuel, mais pour ceux qui sont éclaboussés, qui sont à côté de lui, vite fait, il a géré ça. Il n'a pas attendu. Alors que nous, on est dans des cas où, bon, on a un entourage du président qui est souvent concerné par certaines affaires et puis on ne voit pas la sanction venir outre mesure, ou bien les choses se font avec plus de célérité, comme s'il y avait un genre de protection. En tout cas, c'est l'impression que les uns et les autres ont. Je ne veux pas rappeler la question du monnayage des audiences à la présidence. Comment ça s'est terminé? C'est passé comme ça. C'est dire que c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ce genre de message-là qu'on ne veut pas. Ce manque de fermeté qu'on ne veut pas. L'exemple de la probité qu'on attend là, qu'on ne voit pas. Je crois que c'est ça qui est interrogé ici avec une opération main propre. Il y a tellement de dossiers. C'est pour ça qu'il disait qu'il va y aller avec la SELC. On connaît les rapports de la SELC. Les personnes qui sont citées, il y en a tellement qui sont de vrais gros morceaux. Je crois que c'est sur ce type de sujet-là qu'ils sont attendus. Je crois que c'est plutôt ça. D'accord. Alors, juge Bougman, l'affaire Ngolo Drissa Ouattara, si cela s'inscrit dans le cadre de l'opération main propre annoncée par le chef de l'État, pour beaucoup c'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Et en la matière, les journaux d'investigation ont abattu un boulot formidable. Alors, ce n'est pas les cas et les dossiers qui manquent. Non, je pense d'ailleurs que l'article est paru avant. Puis c'est un travail. C'était début novembre. Oui, c'est un travail sur lequel le journal travaillait bien avant l'adresse du chef de l'État. Maintenant, ceux qui ont appris l'affaire à partir de l'arrestation, moi je peux les comprendre. Mais l'information était déjà là, parce que le journal a travaillé d'abord longtemps avant que l'article ne puisse paraître. Mais bon, ceux qui l'ont appris à travers l'arrestation ont raison de mettre les choses en connexion, alors que non, ce ne sont pas des choses qui sont liées. C'est des affaires qui étaient là bien avant. Et donc, ce n'était pas la première fois que M. Ouattara était épinglé dans certains dossiers. Et donc, c'est de rebondissement à rebondissement. Et tous ceux qui sont de cette localité savent de qui il s'agit, de comment est-ce qu'il a fait fortune
et de qui il est réellement dans cette partie du Burkina. Donc, la réalité aussi, elle est là, implacable par rapport à son parcours de la rébellion ivoirienne jusqu'à son élection et de ce qu'il a comme fortune et comme passif. Donc, c'est aussi un gros morceau qui avait aussi, qui servait en même temps aussi de coupole, donc pour protéger certains menus frétins qui étaient avec lui, mais tant qu'il était là, bon, il n'y a pas de problème. Parce que c'est le monsieur qui fait tout et puis bon, qui fait ce qu'il veut. Donc, maintenant, est-ce que c'est le début de l'opération Main Propre? J'ai dit non, parce que ce n'est pas lié. Maintenant, ce qui est attendu de Main Propre, il a parlé de AEC, LC, et voilà, et les autres structures de contrôle. Alors que là, c'était une révélation faite par un journal d'investigation. Du reste, ce n'est pas la première fois. Bon, au Burkina, il y a aussi la question de l'autosaisine par moment qui traîne, mais on met aussi en branle des questions de moyens, parce qu'il y a d'autres également qui engagent des moyens financiers, matériels et humains pour pouvoir mener l'opération. Donc si vous n'avez pas aussi des moyens conséquents, si l'appareil judiciaire n'a pas de moyens conséquents, il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut. Donc il y a cette réalité également à prendre en compte dans cette affaire-là. Donc, mais ça vient effectivement renforcer ce sentiment-là que comme on appelle ça, il y a une opération Main Propre qui se prépare, parce que j'ai dit c'est une grosse prise quand même pour ceux qui connaissent le monsieur et qui connaissent bien la localité et qui l'est là-bas. C'est une grosse prise dans cette partie du Burkina Faso, présenté comme intouchable ou comme homme à toute preuve. Voyez-vous d'ailleurs comment est-ce qu'il s'est adressé aux journalistes, qu'il a mis en encadré, comment les échanges ont été, et c'était pas joli à entendre. Donc pour une personnalité de sa trempe, c'était d'ailleurs pas comme on appelle ça, intéressant à entendre déjà. Mais on attendait aussi de voir, parce que ce n'est pas la première fois aussi que des gros poissons sont mis aux arrêts, sont interpellés, et puis après on rentre dans une sorte de silence radio. Il y en a qui bénéficient de liberté provisoire, et puis le dossier n'est jamais programmé. Donc c'est ça aussi notre problème, c'est d'aller jusqu'au bout du dossier. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça va donner également le courage à d'autres de vouloir faire pareil. Alors, aller jusqu'au bout, pour beaucoup aussi, il faut regarder autour de l'entourage du chef de l'État. Certains ont déjà leur liste et attendent certains noms pour connaître la sincérité de la démarche. Non, ils n'ont pas leur liste. La liste est connue. Ce n'est pas eux qui ont la liste est connue. Et la SELC a dit d'ailleurs que la liste a été remise au chef de l'État bien avant. Il reste à actualiser. Mais puisque les structures de contrôle chaque année soumettent un rapport, la SELC donne annuellement son rapport. Le rapport est remis avec les malversations et les personnes épinglées là-dedans. Le reste, c'est une justice qui doit s'en saisir, ou bien c'est quelqu'un qui doit effectivement activer un levier pour qu'on puisse voir si les allégations sont fondées ou pas. C'est tout ce qu'il reste à faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? C'est à tort ou c'est à raison? Vous pouvez justifier, parce que après la publication du rapport de la CLC, il y en a qui apportent des correctifs. Là aussi, on l'a vu. Qui apportent des correctifs. Par moment, on a vu des bribes du rapport de la SELC qui n'étaient pas le rapport définitif. C'est ça aussi la réalité. Où certaines personnalités ont été épinglées, mais ce n'était pas le rapport définitif. C'était d'abord parce que quand vous êtes concerné, on vous envoie une copie. Et puis on dit, vous êtes, il y a ça qu'on ne comprend pas, est-ce que vous pouvez justifier? Il y en a qui sont arrivés à justifier. Et d'autres, c'est vrai que les justifications ne les ont pas blanchies, mais il y a des faits qui n'étaient pas exacts. Malheureusement, certains ont été révélés avec, comme on appelle ça, avant que le correctif ne soit apporté. Il y en a qui ont découvert qu'ils sont épinglés dans les médias, dans certains journaux ou sur les réseaux sociaux, sans avoir d'abord vu, pour pouvoir apporter les différentes informations complémentaires. Alors, vous regardez, vous apportez les dispositions, les apports complémentaires, et après le rapport définitif, lui, il est publié. Souvenons-nous que dans le dossier Bouddha n'était pas seul, il y avait aussi le dossier Éric Bougma, par rapport à ce que M. Bouddha a érigé à Manga comme domaine, et par rapport également à la maison, pour ne pas dire au logement, voilà, de M. Bougma, le ministre des Infrastructures. Mais la CLC, Luc Marie Briga, à travers une sortie, a dit
pour M. Bougma, ce n'était pas lui seul, c'était la famille qui a contribué. Donc, c'est des soupçons de, comment on appelle ça, j'oublie le terme technique, délit d'apparence. Mais il est arrivé, M. Bougma, selon ce qu'il a dit, est arrivé à justifier que c'est la famille qui a contribué à ce qu'il puisse réaliser. Puis, on est passé à autre chose. Mais M. Bouddha, il a été déposé. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dossiers qui impliquent d'autres personnalités. J'ai dit bien soupçonné à tort ou à raison. Certaines ont même été entendues par la justice, même son directeur de cabinet. Et puis bon, on passe à autre chose. Alors que la loi même est claire là-dessus. Dès que c'est comme ça, vous partez vous reposer en attendant que vous soyez blanchi ou pas. Mais là, ce qui est demandé au chef de l'État, c'est que, comment on appelle ça, la loi puisse être appliquée. Mais aussi, on attend de notre justice l'autosaisine grandeur nature. En ce moment, on demandera à qui? À celui qui détient les cordons de la bourse, de donner conséquemment de l'argent à l'appareil judiciaire pour fonctionner, parce que quand vous les recevez également, c'est ce qu'ils disent. Comment on appelle ça? Parce que c'est vrai, il y a cette indépendance du juge, il y a le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais pour que tout soit mis en branle, mais il y a un gouvernement qui doit donner les moyens qu'il faut. Donc la volonté doit être accompagnée de moyens, et la SELC n'a pas les moyens. Ici, Luc Marius Ibriga disait que sous la transition, quand ils ont commencé à faire les enquêtes pour savoir que tel château déposé sur la Côte d'Azur ou bien déposé à New York ou je ne sais pas moi, ou à Londres, appartient à X ou Y, quand l'enquêteur a envoyé la facture, quand il a récupéré la facture, il l'a rangée. Parce que quand il allait montrer, on dit, mais mon Dieu, c'est pratiquement... C'est un gros montant. Parce que était salée. Oui, c'est ça. Parce qu'au plan international, il y a ces experts-là également qui sont calés, qui sont qualifiés pour ça. Et si vous avez besoin de leur collaboration, c'est une facture qui est salée. Parce qu'il y a un avion à prendre, aller de l'autre bout du monde, mener des enquêtes et puis revenir. Donc il y a quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin de loger, et ça peut prendre, pas une journée, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, et Brigade, ils n'ont pas les moyens, par exemple, pour faire cela. Donc, même au niveau du Burkina, pour pouvoir identifier que tel bâtisse qui porte le nom de tel jeune ou de telle dame, et en réalité le bâtiment de X ou Y, ça demande un travail d'experts indépendants qui ne sont pas forcément dans la chaîne de l'administration publique. Donc, des gens qui assurent de la discrétion, qui connaissent leur travail, des faits les mieux, comme on le dit, mais là, ça demande des moyens. Mais si qui des droits ne vous donne pas l'argent, les gens vont dire que ce bâtiment appartient à X, vous vérifiez, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est là-bas, mais vous n'avez pas les moyens de remonter puisque ça demande d'autres collaborations. Mais vous faites comment? Et parfois, ça demande également même de la technologie à ajouter. Parce que nous sommes à l'ère comme on appelle ça, du numérique. Ça demande également même un traçage sur ces choses-là, les questions bancaires, et les réseaux. Et ça, Ibriga l'a dit à une émission spéciale ici, il dit que ça demande des moyens. Donc vous n'avez pas les moyens. Sinon, l'appareil administratif, l'organigramme de la SELC, c'est bien. C'est même un exemple, un cas école africain qui viennent prendre, qui viennent calquer notre dispositif. Mais les ressources financières et même humaines qui vont avec, ça fait défaut. C'est ce que le docteur Asablaga d'ailleurs a dit à l'émission ici. Donc, il ne suffit pas de clamer, il faut donner les moyens et à la justice et aux structures de contrôle pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord. Alors, juge Bougma l'a dit, les dossiers de crimes économiques sont pour la plupart connus, d'autres sont déjà sur la table des juges. Est-ce que la seule volonté du chef de l'État peut donner une certaine célérité quand on prend en compte la question de séparation de pouvoir? Est-ce qu'on peut demander célérité et ne pas bousculer aussi, je dirais, les protocoles et puis les usages en la matière en tenant compte justement de cette réalité-là avec la question des séparations de pouvoir, l'exécutif et puis le pouvoir judiciaire? C'est vrai que justement hier on l'abordait ici dans le journal dimanche soir avec le ministre Nana qui sortait le même argumentaire sur la question de séparation des pouvoirs et puis ce que disait Bernard tout à l'heure, le procureur puisse se saisir d'un certain nombre d'éléments et puis il y a aussi la SELC dont les prérogatives ont été renforcées. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas ces possibilités, mais je crois aussi que il y a un degré d'exemplarité qu'on attend
des autorités qui donnent le là des choses. Si le président, dans son discours, dit qu'il va s'engager à faire une opération main propre, c'est parce qu'il sait qu'en la matière, il y a des leviers et puis il a une dynamique qui peut être impactante. Sinon, pourquoi il dit qu'il va le faire? Si ce n'est pas à son niveau, ou bien il n'a pas de dynamique à impulser en la matière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui incombe. Et je me rappelle que rien qu'en juin dernier, lorsque le procureur Yoda faisait un point un peu des affaires qu'il avait avec, je pense, Bouddha et l'affaire du maire, Bewende, et puis je pense aussi avec celui du directeur général adjoint des douanes dans son temps, je ne sais pas si c'était Kaboré, c'est une affaire de 15 parcelles, plus d'1 milliard de francs CFA, enrichissement illicite, beaucoup de prête-noms dans cette affaire. L'homme était mis en examen. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il était toujours à ses fonctions. Alors qu'on sait que, notamment, je pense que c'est la loi 166, l'article 166 de la loi 081 là, de notre statut général de la fonction publique d'État, elle est claire. Lorsque vous êtes poursuivi lorsque vous êtes indexé dans ce genre d'affaires-là et que il y a une suite judiciaire qui est en train d'être donnée et tout, vous devrez être démis. Mais quand il y a des choses comme ça, la personne reste à ses fonctions, ça continue comme si de rien n'était. Il y a la part de la justice, mais il y a une part d'une administration aussi. Donc c'est ça aussi qu'on ne sent pas. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on ait de faux fuyards. C'est un pourrissement dans lequel on est, mais c'est entretenu. Peut-être qu'on va dire qu'il y a une justice qui ne joue pas amplement son rôle. Il y a des autorités qui ne sont pas assez fermes. J'ai pris le cas de Tshisekedi qui avait été rappelé, par exemple, dans le mois à 10 ce matin. Il pourrait dire qu'il y a une séparation de pouvoir, j'attends de voir ce qui sera dit par la justice et puis après je vais voir qu'est-ce que je ferai. Il n'a pas attendu. Le monsieur, il est cité, il y a assez d'éléments probants et ça va. C'est même des révélations d'abord au sein fait par des journalistes. Il a enlevé. C'est comme ça que ça fonctionne. Soit vous donnez l'exemple de la probité, vous donnez le gage de ce que ceux qui sont autour de vous, ou pour vous approcher, il faut être, je ne vais pas dire blanc ou saint comme le Christ, mais il faudrait au moins être celui-là qui est correct avec lui et avec les autres. Si on n'a pas cette impression-là qu'autour de vous c'est comme ça, et qu'il y a du laisser-aller, il y a du laisser-faire, beaucoup de gens sont cités autour de vous dans des affaires, et puis il n'y a rien, on continue. Mais c'est pas comme ça qu'on donne l'exemple. Ça, il faut donc qu'on se dise la chose de façon très claire. C'est ce qui donne l'impression de cette corruption généralisée dans laquelle on est aujourd'hui, et plus qui plus est au sommet. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a quelque chose à faire de la part du président du Faso, et c'est important qu'il dise qu'il va lancer cette opération main propre là. Et je répète que ce qu'on attend, c'est pas les menus frottés, parce que dans les mêmes rapports de la SELC, comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a comment on appelle ça, il y a des fouilles qui n'ont pas porté leurs fruits, ou bien qui ont permis à certains de s'expliquer et donc qui ont pu donc être, on va dire comme ça, non inquiétés. Mais il y a beaucoup de rapports qui citent des noms et pour lesquels il y a des réponses à donner et qui ont besoin de répondre de ce qui leur est reproché. Ce qu'on demande, c'est que cette fois-ci-là, ça se fasse bien. D'accord. Dernière question pour juge Bourma. Alors c'est vrai, séparation de pouvoir et lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Pour beaucoup, le retrait du chef de l'État au niveau du Conseil supérieur de la magistrature est un couteau à double tranchant. Oui, c'est un couteau à double tranchant. Ils l'ont dit. Lui-même l'a dit. Et même l'actuel ministre, qui était secrétaire permanent d'ailleurs du Conseil supérieur de la magistrature, l'a aussi dit tout récemment à une émission sur la télévision nationale. Il a dit que c'est un couteau à double tranchant. Après, c'est en 2015, à l'issue des États généraux sur la justice, que beaucoup de choses ont été prises en termes de décision, que les lignes ont véritablement bougé dans le sens de donner beaucoup plus de pouvoir aux magistrats, de lui laisser travailler en griffe pour parler comme l'homme de la rue de Ouaga. Maintenant, elle dit, après quelques années, il est bien de faire une pause, de faire une évaluation et réajuster effectivement et d'avancer. Alors, parce que ici, si le chef de l'État n'était pas sorti du Conseil supérieur de la magistrature, il y en a qui disaient qu'il y a un risque que la justice soit instrumentalisée pour régler des comptes. Même avec ça, le droit, c'est toujours politique, c'est toujours une question de rapport de force. Et c'est les forts du moment qui ont toujours écrit leurs droits selon ce qu'ils veulent. Et ça a toujours été comme ça. L'ONU est l'illustration parfaite, où les forts ont écrit leur charte et se sont arrogés le droit de veto. Ils sont 5. Et c'est les meilleurs marchands d'armes d'ailleurs au monde. Et c'est ça. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, dans le contexte actuel, où il y a plus de marge de manœuvre, j'ai dit bien pour le juge, où un ministre ne peut plus avoir le courage de sortir dire qu'il y a des juges acquis,
Ou quand un ministre de la République s'exprime, le magistrat lui rappelle alors qu'il peut être poursuivi pour les propos qu'il a tenus. On se rappelle de la sortie de Rémi Denguinou, quand il fallait fouetter, quand les forces de défense et de sécurité ont fouetté ceux qui avaient violé le couvre-feu pendant la maladie à Covid-19. On a vu la sortie de M. Denguinou et on a aussi vu la sortie du procureur à cet effet. Ce n'était pas possible à une certaine époque. Il y avait des juges qui étaient à des postes pour faire ce que le monsieur politique voulait. Et il ne pouvait pas s'arroger le courage de sortir menacer un ministre de la République. Il fut ce temps-là. Donc après l'insurrection, je dis bien, on est en train d'aller bon à mal. Je n'ai pas dit que tout est rose. Il y a eu des avancées, il y a eu aussi des insuffisances. Mais ici, c'est de faire en sorte que la justice ne soit pas instrumentalisée, que le droit soit dit. S'il y a quelqu'un qui doit assumer, qu'il assume. S'il y a quelqu'un qui doit être blanchi, qu'il soit blanchi. Ce n'est ni plus ni moins que ce que nous demandons. Mais quand il y a des soupçons, la logique voudrait que vous puissiez partir vous expliquer et puis vous retirer. D'accord. Arrestation du président du Conseil régional des Cascades et renouvellement, sinon nomination au sein des Forces armées nationales. Voici les deux sujets qui ont retenu notre attention pour cette première convocation de la semaine. Messieurs les juges, c'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Merci pour vos clés de lecture. Nous allons nous donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.